Bonjour chers téléspectateurs, bonjour Monsieur Olivier Bolia. Bonjour Danny Mutondo. Comment vous allez aujourd'hui Monsieur Olivier Bolia? Je vais très bien. Le rendez-vous avec le peuple est toujours quelque chose qui me donne le courage pour rencontrer ces peuples et parler de ce qui se passe dans notre pays. Exactement. Merci Monsieur Olivier Bolia d'accepter notre invitation. Aujourd'hui nous allons parler un peu de la situation actuelle de la République démocratique du Congo. Nous allons étalonner un peu les élections qui ont eu lieu en République démocratique du Congo. Yeah. Nous allons parler du social, nous allons parler de l'infrastructure, nous allons parler un peu sur beaucoup d'aspects de la République démocratique du Congo. Et sans plus perdre de temps, nous allons commencer par les élections. Monsieur Olivier Bolia, la RDC a organisé les élections avec un montant de 1,3 milliard de dollars. Et à la fin, quand M. Félix Tshisekedi a été réélu comme président de la République pour un second mandat, quelles sont vos analyses? Qu'est-ce que vous y pensez? Bon, les élections de l'année passée ont été mal organisées. Il est l'avis de beaucoup d'observateurs, notamment l'Église catholique, l'Église protestante et d'autres privés qui ont surveillé ces élections, ont rendu un décompte qu'il y a eu des irrégularités, de fraude électorale. Il y a eu des gens qui possédaient des machines à voter sans être membres de la CENI. Donc vous comprenez, dans de telles circonstances, c'est difficile pour moi de vous dire qui ou qui n'a pas gagné les élections. Mais la Cour constitutionnelle a proclamé certains candidats. Il y a eu ceux qui ont été écartés et ceux qui ont été acceptés. La Cour constitutionnelle est vassale au président Félix Tshisekedi. Nous savons très bien que la majorité des personnes qui composent cette Cour constitutionnelle émanent d'une seule zone linguistique ou anthropologique. Donc vous comprenez que au lieu de rendre un verdict, la Cour constitutionnelle serait plus compétente si elle nous donnait le PV qui démontre au-delà du doute raisonnable que M. Tshisekedi a réellement gagné ces élections. Vous pensez qu'il n'y a pas eu de stabilité politique? Mais nous sommes dans une sorte de vague, parce que les élections n'ont pas donné les résultats qu'il fallait. Les vrais gagnants, nous ne les connaîtrons jamais. Et nous avons en face de nous des gens qui, parmi les gens qui sont entre guillemets élus, il y a des usurpateurs, il y a des gens qui n'ont pas gagné. Donc c'est cela que je parle de la grogne dans laquelle les pays se trouvent aujourd'hui. Nous sommes réellement dans une sorte d'instabilité politique. Nous ne savons pas, vous savez, il y a une rébellion qui est née de M. Corneille Nangaa. Donc vous voyez, donc, le climat n'est pas bon. Oui, mais comment renforcer ce climat? Comment rendre la stabilité? Comment nous allons rendre la stabilité? C'est en ouvrant la porte au dialogue. Oui, mais on va revenir à ce qui s'est passé en 2009. Il y a eu brassage, il y a eu mixage de beaucoup, et ça a créé beaucoup de problèmes. Non, mais le dialogue que nous aurons, si l'ensemble des belligérants sont d'accord, c'est un dialogue qui portera sur de restructuration politique et économique. Parce que je pense que ce sont les deux domaines principaux pour lesquels notre pays se trouve dans une problématique. Okay. Sur le plan politique, vous avez dit il y a un problème d'instabilité, vous avez parlé de vos opinions. Imaginez qu'on parle sur le plan économique, comme vous venez de le dire. Quelles sont vos stratégies par rapport aux problèmes économiques que nous avons? Alors, les problèmes économiques que nous avons sont extrêmement liés à la gouvernance. C'est-à-dire que nous n'avons pas de bons dirigeants actuellement et dans le passé qui dirigent notre pays. Et parmi les vertus négatives que nous retrouvons parmi nos dirigeants, c'est la jouissance, c'est la corruption, voilà, l'absence de vision et autres. Alors, si nous voulons corriger les problèmes au niveau de l'économie, il faudra d'abord résoudre les problèmes politiques que nous
social, nous parlons d'éducation, nous parlons de la santé. Quel est votre rapport dans ce domaine-là? Quelles sont vos propositions? Mais comme je l'ai dit, M. Mutombo, on doit d'abord commencer par résoudre les problèmes politiques. Nous devons créer un système qui va être capable de sortir les meilleurs Congolais pour diriger. Actuellement, même au niveau des élections, vous l'avez vu comment nous avons eu 4 cycles électoraux dont les résultats ont été tous contestés. Donc, ça veut dire quelque part, on doit revoir cela, revoir notre façon de concevoir les élections. Les élections, ce n'est pas un jeu. Les élections, ce n'est pas prendre l'argent des contribuables et les jeter à la fenêtre et choisir, nommer des gens qu'on veut. Les élections font partie de ce que moi j'appelle, en paraphrasant Darwin, le célèbre scientiste, les élections, c'est la sélection naturelle politique. C'est là où que nous voyons des émergences, des talents politiques, des intelligences, des visions. Oui, mais à quoi faire d'aller voter si j'ai faim, si je ne sais pas me faire soigner? À quoi ça sert? Voilà, justement, ça fait partie justement du côté plus ou moins intégral du problème. Oui, mais quelle est la stratégie dans le domaine éducationnel, par exemple? Sans ce pas, quelle est la stratégie que vous proposez en tant qu'opposant au régime de Félix Antoine Tshisekedi? Mais la stratégie que je propose, c'est la restructuration. Il faut restructurer tout. Il faut qu'on arrête de continuer à commettre les mêmes erreurs que nous avons commises dans le passé. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on parle tout à l'heure de la médiocrité des acteurs politiques. On ne peut pas devenir politicien pour acheter une voiture ou, je ne sais pas, acheter des habits ou une montre. Oui, mais nous avons la gratuité de l'enseignement. Mais la gratuité de l'enseignement, c'est bien. Mais combien des enfants réellement, vous aviez parlé tout à l'heure de gens qui ont faim. Est-ce que vous pensez réellement qu'un enfant qui n'a pas mangé du matin, même si l'école est gratuite, qu'est-ce que cet enfant ira à l'école? Donc le problème est plus grave et plus global, qu'il faut restructurer et il faut passer par un dialogue national pour que nous mettions ensemble des idées sur table, des idées économiques et des idées politiques, qu'on en crée une vision réelle pour sortir notre pays de là où il se trouve présent. Si, M. Olivier Bolia, mais en vous entendant parler, vous ne martelez que le dialogue. C'est comme si tous les problèmes du Congo seront résolus que par le dialogue. Le dialogue ne va pas résoudre tous les problèmes du Congo. Le dialogue est un moment de dialectique, c'est-à-dire que c'est un moment où nous opposons les thèses et les antithèses pour tirer des synthèses. Donc voilà, donc avec le dialogue, ça va nous permettre de revoir ce que nous avons fait. Croyez-moi, si les députés, les sénateurs étaient élus au Lamé, on n'aurait pas besoin de dialogue. Mais parce que nous savons que la représentation que nous avons actuellement, ce ne sont pas des personnes que le peuple a choisies. Alors il faut un autre moyen pour se mettre ensemble. C'est pourquoi nous faisons allusion au dialogue. Mais vous pensez que réunir toute la classe politique, et ces gens-là vont parler des inégalités sociales que nous avons? Bien sûr. Ou ils viendront parler que de leur intérêt? Non, bien sûr. Nous avons vu ça en 2016 avec l'Union africaine, nous avons vu ça, l'accord de la FINCO, qui a fini par avoir un ministre à l'UDPS, la première chose. Mais lorsque, M. Mutombo, nous avons 62% de Congolais qui vivent avec moins de $1 par jour, lorsque nous avons des millions de Congolais qui vivent sans eau ou électricité, dont les enfants, vous l'avez dit, bénéficient de la gratuité, mais ne peuvent pas aller à cause d'autres problèmes qui touchent ces familles, notamment les problèmes de santé, les problèmes alimentaires, les problèmes de transport. Donc vous voyez, donc
Le problème est grave. Notre pays est occupé à l'est par des armées, des milices qui ne sont pas vassales à l'armée nationale. Nous avons beaucoup de problèmes dans ces pays. Et nous ne pouvons pas continuer à regarder ailleurs lorsque nous avons en face de nous des problèmes aussi graves comme ça. Donc on doit s'asseoir, intelligemment parler, montrer beaucoup plus de maturité, beaucoup plus d'intelligence et montrer à la face du monde qui ne cesse de nous critiquer que voilà, si les Américains vont chez les Rwandais, c'est parce que les Congolais sont incapables de gérer leurs problèmes. Oui, merci M. Olivier Bolia. Sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo, nous allons y revenir un peu plus dans le détail quand nous parlerons de la sécurité. J'aimerais vraiment que nous parlions de ce problème, de ce fléau qui est le fléau des droits de l'homme. Parce que, apparemment, les droits des citoyens congolais ne sont pas respectés. Vous voyez des gens arrêtés, frappés, martyrisés. Quel est votre rapport? Comment la situation peut aller de mieux en mieux? Mais la situation des droits de l'homme est liée à la politique générale. Vous savez, en RDC, il y a une incompréhension, c'est les politiciens, quand ils sont au pouvoir, ils pensent que, bon, je suis au pouvoir, on ne peut plus les critiquer, on ne peut plus avoir des avis différents avec les autres amis. Mais comment garantir la liberté d'expression? Comment la garantir? Mais il faut qu'on revienne à l'état de droit. Il faut que l'état de droit ne soit pas un slogan, mais qu'il y ait de preuves sonnantes et trébuchantes de son existence. Oui, mais j'ai suivi le ministre de la Communication disait, mais des fois, nous allons trop à l'extrême. Nous sommes dans les fake news, nous propageons, nous jouons le jeu de l'ennemi. Je ne sais pas ce que moi je fais ici, en quoi je joue le jeu de l'ennemi. Quand je dis que 62% des Congolais sont pauvres, n'ont que $1, n'ont pas droit à une éducation qualitative, en quoi je joue le jeu de l'ennemi quand je demande un dialogue national afin que nous nous mettions ensemble pour discuter de l'avenir de notre pays. Vous savez, des gens, je sais à qui vous faites allusion, Jean-Pierre Mbemba, qui autrefois avait pris les armes pour tuer les Congolais. Et aujourd'hui, je transforme ces métamorphoses en donneur de leçons sur le patriotisme. Non, 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 non. On n'acceptera pas cela. Écoutez-moi, M. Mutondo, c'est très important que je dise ces choses parce que les Congolais et les Congolaises me suivent partout dans le monde. C'est très important de rappeler que si nous sommes là où nous sommes, c'est parce que nous n'arrivons pas réellement à montrer que nous avons un engagement intellectuel face aux problèmes qui sont devant nous. Et nous pouvons changer les choses si nous nous mettons ensemble. Et moi, j'offre ces dialogues, j'en implore aussi, quelque part, que nous nous mettions ensemble pour faire un débat dialectique en thèse contre antithèse pour trouver des synthèses et pour régler le problème de l'avenir de notre pays. D'accord, M. Olivier Bolia. Allons sur le sujet que vous venez d'aborder. Prenons l'exemple du ministère de la Défense. Si c'était vous à la place, que pourrais-je vous faire? Ou qu'est-ce que vous allez faire? En tout cas, je n'aurai pas le temps défaitiste que vous avez. Je sais que vous êtes journaliste, vous êtes limité à me poser des questions. Mais moi, je vous dis que l'armée congolaise est mal organisée. Les problèmes centraux, primordiaux pour lesquels je vais agir, c'est la restructuration de cette armée. Et cette restructuration ira de quelle manière? D'abord, premièrement, nous devons recruter des gens qui veulent réellement être des militaires, être dans l'armée. Des Ouattalendo? Non, des gens qui ont l'amour, qui ont cet amour de la patrie, premièrement, et qui ont là. Non, ce sont des Congolais, des mercenaires, c'est vraiment des étrangers. Donc, nous allons recruter des personnes qui sont qualifiées et à qui on va donner des qualifications par la formation
Et on va aussi se rassurer que ces gens sont bien payés, qu'ils vivent dignement avec leur famille. Parce que ce n'est pas simplement de dire, bon voilà, monsieur, tu deviens soldat de l'armée nationale, et mais cette personne a une femme, il a des enfants, et ces enfants-là doivent vivre dignement. Oui, mais est-ce que cette même personne commet des abus? Les réformes, oui, mais en cas d'abus, que faire? En cas d'abus, dans quel sens? Dans le sens, par exemple, nous avons vu dernièrement quand les militaires de la garde républicaine massacraient des gens à l'est de la République démocratique du Congo. Ça, c'est un problème d'information. Ça, c'est un problème d'éthique. C'est pourquoi, dans notre action, nous préconisons toujours l'éducation comme étant le dénominateur commun. Quand quelqu'un prend un ministre, sort de sa maison, il jette la poubelle devant sa maison, vous pensez que c'est un problème de quoi? D'éducation, premièrement. Avant que ça devienne un problème pénal, c'est d'abord un problème d'éducation. Oui, Quand M. Mutondo, vous voyez quelqu'un accepter la corruption alors qu'il est ministre ou il est général ou je ne sais pas moi, président de la République, c'est un problème d'éducation. Nous ne pouvons pas toujours facilement condamner les gens. Voilà une idée positive. On ne peut pas condamner M. Tshisekedi, voilà pourquoi vous êtes corrompu, pourquoi les membres de votre gouvernement sont corrompus, lorsque ces gens-là, toute leur vie, n'ont rien appris sur l'éthique au travail, sur la morale, sur l'empathie. Ça, c'est la vertu la plus absente en République démocratique du Congo, l'empathie. Un homme politique, par nature, se développe à cause de l'empathie. On doit avoir le souci des autres. Il faut être capable de se mettre à la place des autres. Et si on a des gouvernements qui n'ont aucune empathie pour les 62 millions, 62% de Congolais qui crèvent de faim, qui n'ont pas, qui vivent dans des conditions presque moyenâgeuses. Donc, à un moment donné, il faut qu'on enseigne, c'est ça, les grandes réformes que nous, si nous sommes aux affaires, nous apporterons, notamment, justement, éduquer le citoyen congolais à avoir de l'empathie des autres, de se savoir que nous avons ces pays, la RDC, qui est un bien commun, un bien pour lequel nous devons travailler en amont ensemble pour la valorisation, donner une valeur ajoutée à ces pays. Voilà. Merci, M. Olivier Boulia. Vous avez martelé le développement. J'aimerais comprendre. Quand on dit vous parle de développement durable, vous voulez le préciser ici. Mais quand on parle de développement, c'est-à-dire l'amélioration de la qualité de vie, l'amélioration des compétences. C'est aussi un point sur lequel j'ai abordé largement dans mon livre. J'ai parlé de l'amélioration. Quand vous prenez les pays comme le Canada, 70% des Canadiens ont au moins un diplôme d'université ou de collège. C'est-à-dire que 70% des Canadiens sont des universitaires. C'est-à-dire que cela se traduit justement dans la qualité du travail que ces 70% qui ont un niveau universitaire, même s'il faut balayer, il va bien le faire que quelqu'un qui n'a jamais étudié. Oui, mais donc, les diplômes ne garantissent pas le développement durable, oui, ça c'est. Au Congo, il y a tellement de licenciés, tellement de professeurs d'université. Mais par rapport à 100 millions, il y en a combien? Et quel genre d'études? Est-ce que ce sont des études qu'on appelle sérieuses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de pot de vin pour passer des classes comme il est de coutume dans certaines écoles? Donc voilà, donc ce sont des problèmes comme ça qu'il faut régler, qu'il faut voir à la loupe, qu'il faut donner toute sa force pour trouver des solutions. Les développements, il faut que je réponde à vos questions, sinon, voilà, les développements, c'est aussi l'amélioration de la qualité de la vie, la manière de se vêtir, la manière de manger, la qualité de la nourriture. Vous savez, il y a des familles au Congo où il y a 4 garçons, mais un seul papa.
Pour faire une course, il faut attendre que le frère revienne de sa cour pour porter le même pantalon pour aller faire sa course. Oui, mais M. Boulia, dans tous les pays du monde, il y a des pauvres, il y a des riches, il y a des classes moyennes, il y a des risques partout. Nous avons 62 millions de pauvres. Oui, mais ça fait que la politique du gouvernement actuel essaie de faire par la 60, diplomatie. plus de 60% de Congolais sont pauvres. Je ne sais pas. Parfois, quand je parle comme ça, les gens ne comprennent pas ce que c'est un pauvre. C'est devenu un mot générique pratiquement en RDC que parfois, voilà, donc on pense que la pauvreté c'est une blague. Quand vous prenez un enfant qui ne va pas à l'école et qui a depuis l'âge de 5 ans est obligé de mendier dans la rue, la même rue où vous voyez des ministres d'État, des ministres des Finances, des chefs d'État empruntés sans regarder ces enfants. Et vous savez, aujourd'hui, il y a le phénomène Koulouna qui pratiquement fait terreur dans la ville de Kinshasa. Vous savez, en France, parenthèse, il y a un monsieur qu'on appelait Makangala, machine de guerre. C'est un ancien militaire, un agent de la police nationale à l'époque de Mobutu. Lui, il avait mis fin à des phénomènes de banditisme et tout ça. Mais il vit en France. Il a l'expertise. Oui, mais il n'y a pas que lui. Non, je donne un exemple comme ça. Il vit en France, il a l'expertise dans ces domaines. Les gangs, les urbains, tout ça. Mais pourquoi on ne fait pas appel à lui? Ou aux autres dons, peut-être vous avez des noms que je dis. C'est parce que il n'y a pas de dialogue entre nous, il y a la méfiance, il y a cette espèce d'anthropologie stupide qui dit que c'est notre tour de pouvoir, donc laissez-nous bouffer, laissez-nous. Dans quel pays qui veut ce développement durable dont vous m'avez posé tout à l'heure, où les gens ont ce type de réflexion? On est au pouvoir, c'est notre tour. C'est le tour de notre tribu, c'est le tour de notre famille. Alors que nous avons Kangala Machine de guerre en France, avec une expérience avérée sur la lutte contre les gangs de rue. Oui, mais M. Olivier Boulia, nous avons la diplomatie agissante qui agit actuellement. Ça nous a ramené les Turcs, ça nous a ramené les investisseurs nigériens comme Aliko Dangote. Il y a quand même cet effort qui est en train d'être fait. Nous ramener ces gens-là pour qu'ils nous apprennent. Il y a la formation militaire maintenant avec les FRDC. Il y a quand même cette évolution-là. Pourquoi vous restez statique dans les non-faits? Non, je ne reste pas statique, M. Motodo. Ce qui est vrai, moi je suis un homme de résultat, je suis un homme de terrain. Je suis un homme qui regarde le concret. Vous allez me dire que bon, le gouvernement congolais a amélioré le budget de l'État, c'est de 16 milliards, entre guillemets, maintenant. Moi, dès que j'entends des chiffres comme ça, je me dis, ah bon, avant on avait 6 millions, 7 4, 5 milliards, donc on a 10 milliards de plus. Donc on devrait avoir 10 minutes de plus de codes, mieux organisé, une armée mieux organisée. On devait avoir de routes qui servent les pôles de production et tout ça. Oui, mais il y a déjà des projets lancés. Par exemple, dans les écoles, il y a 147. Vous avez dit quelque chose. Non, vous avez dit quelque chose. Laissez-moi vous donner mon analyse là-dessus. Donc, vous voyez, donc, quand il y a plus d'argent, concrètement, il doit avoir plus de réalisation. Effectivement, voilà. Et au niveau de la qualité de vie qui fait partie de l'indice de développement humain,
regarde telle chose. Donc, il doit voir amélioration de la vie de ces 62 millions de Congolais qui font partie de mon combat. Alors, mais quand je regarde les derniers statistiques, je vois qu'il y a 16 milliards entre guillemets, toujours pas d'eau potable, toujours pas d'électricité, toujours de promesses, toujours de mensonges, toujours de contre-vérités et toujours des accusations selon lesquelles nous, l'opposition congolaise, serait en connivence avec le Rwanda, avec les Occidentaux et tout ça. D'accord. Maintenant, quels sont vos principaux axes par rapport à la politique étrangère? Que devons-nous faire mieux? La politique étrangère est basée sur la loi du plus fort. Il faut enseigner ça à l'école et que ça devienne cloué. Oui, mais Rwanda et RDC, qui est plus fort? Je dois répondre à ça. La politique internationale est basée sur la loi du plus fort. Et la loi du plus fort dans les relations entre nations est déterminée par la puissance économique du pays. C'est-à-dire, plus vous êtes puissant économiquement, plus vous aurez une bonne armée, de moyens de défense un peu plus avancés et tout ça. Mais le Congo aujourd'hui se situe parmi les 5 pays les plus pauvres de la planète. Voilà la vérité. On est pauvre, donc on n'est pas fort. Alors c'est pourquoi pour nous, la première chose, justement pour améliorer notre façon à nous de faire de la politique internationale, c'est d'abord de renforcer notre économie. De renforcer la politique, et la politique ipso facto notre économie, et de créer une vision économique réelle, que ce ne soit pas de vision farfelue qu'on dit aujourd'hui, de promesses qu'on ne va pas tenir. Je parle d'une véritable vision, quelque chose qui est par écrit. Voilà. Alors, dès qu'on a une vision claire de ce que nous voulons devenir, voilà, on va revitaliser notre économie, on aura de l'argent, on va mieux organiser notre armée, qui est le premier instrument de la politique étrangère, c'est l'armée. Oui, l'argent viendra d'où? Mais l'argent viendra de la réorganisation économique du pays dans les dialogues dont je propose que nous nous réunissons pour parler, écouter des thèses et des antithèses, pour trouver des synthèses ou une synthèse qui va nous servir comme guide pour atteindre le développement durable que les 62 millions de Congolais attendent de nous. Oui, mais vous venez de dire que nous sommes pas forts. C'est-à-dire que nous allons tendre la main vers le plus fort. Et en échange, ils voudront quelque chose venant de nous. Il y a beaucoup de choses, on doit le savoir, prennent du temps. C'est parce qu'on est faible. Moi, je pense qu'on peut se mettre debout vite. Mais ça va prendre des décisions importantes de la part des dirigeants congolais et surtout de sa classe politique de manière générale. Je l'ai dit que nous avons un problème sérieux de vouloir penser que devenir président de la République, c'est pour acheter des amis, c'est pour acheter des montres, c'est pour que les ministres, c'est pour avoir 2, 3 femmes à côté. Nous savons, voilà, une anthropologie qui doit aussi être corrigée. Exactement, M. Grégoire, restons un peu dans l'anthropologie. Et le problème des ethnies, je pense que la RDC a ce problème d'ethnie, l'inclusion de certaines ethnies. Que pensez-vous sur ce problème que nous avons? Tous les problèmes d'un pays se règlent dans la Constitution. Très bien. Oui. Voilà. Donc, si nous nous mettons à respecter la Constitution, si nous acceptons que nous sommes créés égaux devant Dieu, et nous avons tous les devoirs et des droits qui nous sont conférés par la Constitution et tout, donc il n'y aura pas de problème. Mais au centre de tout ça revient le mot-clé de l'éducation. Il faut qu'on apprenne à
tous les citoyennes et les citoyens que voilà, ça c'est ton frère. C'est un Congolais ou une Congolaise. Vous travaillez ensemble pour l'embellissement de notre pays. Une femme n'est pas d'office ta copine juste parce qu'elle travaille dans ton bureau. Donc elle vient travailler à cause de ses compétences, non parce qu'elle est jolie et tout. Donc tout ça, c'est le refrain, c'est l'éducation, essayer d'éduquer nos populations autrement et surtout en infligeant de vertus d'empathie qui peuvent aider justement ces populations à savoir comment se traiter entre elles. Évidemment. Je retiens de bannir le népotisme, mettre qui il faut à la place qu'il faut. Mais M. Olivier Bolia, et pour cette équitabilité des ethnies dans la gestion de l'État, que pensez-vous? Mais les ethnies du Congo, il y en a plus de 450. On ne peut pas parler j'ai dit que les problèmes se résolvent dans la Constitution. Oui. Le problème avec notre pays, c'est quoi? C'est parfois triste. C'est-à-dire que vous écrivez une constitution ensemble. Vous dites que le président doit être élu de telle manière. Mais à la fin, quelqu'un d'autre décide, non, moi je vais tricher. Quand vous trichez, on n'est plus dans la constitution. Bon, on l'est toujours, parce que c'est en pénal que ces choses peuvent se retrouver. Mais le problème, c'est quoi? Quand vous dites une nation, la force d'une nation, quand on parle de la perfection de l'union, ou le perfectionnement de l'union, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on se met ensemble pour un tel idéal ou une telle vision. Et le problème, c'est quoi? Quand, dans notre parcours, quand il y a un problème, il faut se remettre ensemble et se dire, donc voilà, ça n'était pas prévu initialement, voilà, on a des problèmes, il faut qu'on le règle. Et c'est ça qu'on appelle le perfectionnement de l'union. C'est-à-dire que petit à petit, on arrange les situations qui sont néfastes, qui sont problématiques et tout. Merci, M. Olivier Bolia. En fait, je viens de vous entendre, vous venez de dire un mot-clé, tricher. Qu'entendez-vous par tricher? Vous parlez de la corruption? Non, la tricherie, ça peut être dans tous les domaines. C'est le fait de recourir à des moyens illégaux. Comme la corruption, par exemple. Voilà, la corruption, ça peut contenir l'élément des tricheries comme d'autres actions. Oui, mais alors, comment lutter contre ce fléau de la corruption qui gangrène la société congolaise? La corruption, on peut lutter contre elle simplement par le renforcement de l'État. L'IGF. Pas nécessairement l'IGF, d'abord, comme je dis, l'éducation. Parce que moi, je pense qu'avant que je réponde à toute question, je dois y inclure l'éducation, parce que je pense que quand quelqu'un n'a pas l'éducation de respecter la normalité, les lois et tout ça, ça peut engendrer des problèmes de tricherie ou corruption. Donc, on éduque et puis on renforce le système judiciaire de notre pays. Oui, mais maintenant, quelles sont les réformes à apporter? Parce que je prends un exemple. L'IGF nous a rapporté beaucoup de dossiers. On a eu le procès 100 jours, nous avons eu le procès. Il y a maintenant un dossier avec le ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Donc, comment renforcer ça? Comment ne pas créer des hommes forts? Vous savez, moi, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui aime le spectaculaire, le scandale. Vous pensez que tout ça a été pour du spectacle? Non, ça a un élément de m'as-tu-vu dans tout ça. Moi, je pense que quand un service de l'État fonctionne, comme aux États-Unis, au Canada, les agents de l'État font beaucoup de choses, mais vous ne les voyez pas. C'est livré à des exercices d'interview périodiquement. Non, mais comment on saura si vous avez fait quelque chose? Il faut le faire. Mais justement, je
je dis, dans les cadres pédagogiques, ça peut s'avérer acceptable. Mais moi, je pense que le spectaculaire, ce n'est pas ce qu'on recherche. Nous recherchons plutôt un fonctionnement silencieux, mais efficace des agences télé. Notamment, vous avez parlé de l'IGF. J'ai suivi M. Alinguete, il a dit, par exemple, que lui n'investit que 12 ministères sur le 26. Donc c'est moins de 50%. C'est environ 40% de réussite. Même si, admettons, donnons-lui qu'il aurait réussi dans tout ce qu'il a fait, donc 40% de réussite. Donc, où les 60% notamment, une question qui lui a été adressée, si il a déjà fait de rapports sur les dépenses de la présidence, du Parlement, il a dit non. Et l'armée, non, on ne sait même pas. Qu'est-ce que notre armée, combien notre armée dépense, des choses comme ça. Vous voyez, donc il y a des choses à améliorer, et ce qui est grave, il a parlé d'un certain conflit d'intérêts qui existerait entre lui, parce que lui, il a été nommé par les présidents, donc il ne peut pas amorcer une investigation de ce qui se passe à la présidence de la République. Donc vous voyez, donc il y a des choses à améliorer, donc si lui ne peut pas les faire, il faut qu'il y ait une autre entité qui soit capable de faire des exercices de transparence à la présidence de la République, parce que nous savons que le président a fait plus de 400 000 voyages qui ont coûté plus de millions et des millions de dollars, qui nous ont rapporté une perte dans les efforts de développement, parce que cet argent-là, on n'aurait pu l'utiliser. Le peuple congolais ne bouffe pas les immeubles. Le peuple congolais ne bouffe pas les immeubles, ni les avions de voyage. Le peuple congolais bouffe le poulou, le riz, le kwanga, les trucs. Donc, il faut justement la politique concrète que nous voulons signaler à nos frères que moi je suis un homme du concret. Quand je vois un changement, je l'observe. Et je l'observe de manière holistique. Donc, je vois la chose dans son entièreté. Et je vois, jusqu'à aujourd'hui, 62 millions géniteurs de la population qui n'a pas un dollar, qui n'a pas de l'eau, dont les enfants vivent dans la précarité la plus absolue. Voilà, donc ce n'est pas une haine quelconque que nous essayons de dégager envers le président Félix Tshisekedi en tant qu'individu. J'ai toujours dit, enlever Félix Tshisekedi comme président de la République, je pense que je parlerai moins de lui. Vous pensez que votre problème, c'est surtout à la présidence de la République démocratique du Congo? Le problème du Congo est divers, mais il y a des endroits centraux où les meilleures décisions peuvent être prises, mais elles ne sont pas prises parce qu'il n'y a pas une vision claire, il n'y a pas d'engagement intellectuel, il n'y a pas de... Par exemple, lorsque Joseph Kabila était au pouvoir, on parlait de recensement de la population que nous n'avons pas eu depuis les années 80 avec le maréchal Mobutu. Et à l'ONU, qui a créé les cartes d'identité. Je parle de recensement. Je ne sais pas si vous voyez, vous n'avez jamais expérimenté un recensement, mais un recensement, c'est quelque chose de détaillé. Ce n'est pas une carte d'identité, le recensement. Voilà, donc il y a des choses qu'en 5 ans passés déjà au pouvoir, parce qu'il faut qu'on arrête de parler de M. Tshisekedi comme c'était un novice, quelqu'un qui est arrivé au pouvoir il y a 2 mois. Il a maintenant une expérience de 5 années. Il a un bilan devant nous, devant lesquels nous pouvons apporter, comme j'ai dit, des thèses et des antithèses et faire une dialectique totale et arriver à une synthèse.
Oui, mais un bilan qui n'a pas été parfait. Il y a eu Covid, il y a eu il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu beaucoup de points dans lesquels nous pouvons quand même juger qu'il a essayé quand même de faire son mieux par rapport à ce qu'on voit dans d'autres pays. Vous savez, M. Mutondo, un président de la République, d'abord, c'est un rendez-vous entre lui, sa vision et son peuple. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un boulot de rien du tout. C'est un peu péjoratif de dire ça comme ça, mais ce n'est pas n'importe quoi. Quand on décide dans sa vie qu'un jour, je vais diriger mon peuple, je vais apporter les meilleures idées que j'ai vues, reçues, entendues de ma vie pour le renchérissement de la qualité de vie de ce peuple. C'est pas un petit truc. C'est un grand rendez-vous historique. C'est pourquoi tous les présidents de la République se retrouvent dans les livres d'histoire. En bien ou en mal, mais c'est un boulot sacré. Et lorsqu'on décide, je dis, moi, Félix Tshisekedi, vous jurez devant la nation, devant les plus de 100 millions de Congolais, y compris les 62 millions qui vivent dans l'extrême pauvreté. Quand vous prêtez serment devant toutes ces femmes de l'Est qui sont violées et qui attendent quelque chose. Ce n'est pas un boulot comme tous les autres. Et il faut qu'à un moment, qu'on explique cela, qu'on redit que nos populations à reconnaître cet aspect de choses qu'un président de la République, ce n'est pas un homme ordinaire. C'est quelqu'un qui doit venir résolument avec une solution. Et vous l'aviez dit, oui, il y aura des tempêtes, il y aura des neiges, il y aura des trucs qui vont se passer au niveau sanitaire comme la Covid-19. Vous avez parlé de catastrophes naturelles, des volcans, de la pluie, tout ça. Ça va arriver. Mais le rôle de président, c'est de trouver des solutions. Pas d'essayer. Vous avez utilisé un vocabulaire qui est très, très, très grave. Les présidents n'essayent pas. Les présidents font. Et si ça marche, on applaudit. Et quand ça ne marche pas, 5 ans plus tard, on le remplace par quelqu'un d'autre. Le président ne vient pas essayer. On essaye à l'université, on essaye à l'école, on essaye à la maison, mais pas dans le bureau présidentiel. Ce n'est pas un endroit pour essayer. C'est un endroit pour prendre des décisions. Exactement. Oui, mais quand nous parlons, quand lui-même, moi je l'ai suivi dernièrement, quand on lui a demandé sur son bilan, il disait qu'il y a eu des bons côtés des choses, il y a aussi eu des mauvais côtés. Il a assumé. Il a assumé ce rôle-là de dire qu'il y a eu certaines choses qui seront corrigées. Pourquoi ne pas lui croire sur Non, non, non. Je pense qu'il y a quelque chose qui me dérange dans votre approche. Donc, vous essayez un peu d'humaniser la gestion des 100 millions de personnes. Vous savez combien de Congolais meurent tous les jours? Même nos soldats qui sont à l'est du pays en train de combattre. Mais il y a des décisions prises, comme par exemple... Vous savez que les soldats, lorsqu'ils vont en guerre, ils ont la logistique, ils ont des gens qui préparent pour eux, tout ça. Et il y a des gens qui font partie juste de l'équipe, de cette équipe militaire qui meurent parfois à cause de balles. Il y a des bombes, il y a une bombe qui est tombée à Goma. Non, voilà, donc je veux simplement que vous sachiez que la présence est un boulot sérieux. Ce n'est pas un boulot où tu viens me dire, là, ça n'a pas marché, on va réessayer. Non. Quand vous êtes à court d'idées, quand vous n'avez plus des idées innovatives qui vont apporter des grands changements, qui vont diminuer la faim, diminuer les crises économiques, stabiliser la monnaie,
contrôler l'inflation, augmenter la production, le PIB et tout ça. Quand vous n'avez plus d'idée, vous ne devez plus être président. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas un problème personnel, ni des haines, ni des jalousies. Parce qu'il y a 62. Vous pensez que M. Félix Tshisekedi ou moi, la personne qui suit votre invité aujourd'hui, vous pensez que nous sommes mieux que les 62 millions de Congolais qui crevent de faim? Vous pensez que ces 62 millions de Congolais qui sont dans la précarité la plus absolue, n'ont pas de papa, n'ont pas de maman? Vous pensez que nous avons une option, disons comme ça, personnelle pour avoir une meilleure vie que les autres? Non, 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 c'est pas comme ça. Monsieur Mutondo, le président de la République doit travailler jusqu'à, comment on dit, à la meilleure de ses habiletés. À la fin de la vie, c'est un être humain. S'il dit que c'est trop pour moi, il peut cliquer le clap et partir. Exactement, monsieur Olivier Bolia, qui est, je rappelle, opposant au régime de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Monsieur Olivier Bolia, quelles sont les réformes que vous pouvez proposer à la classe politique congolaise? Bon, il y en a beaucoup. Les réformes, premièrement, moi je me centralise sur les réformes politiques économiques. Parce que vous savez, il y a des choses qui sont en perpétuelle corrélation. L'économie et la politique, c'est deux sœurs. Lorsque vous ne stabilisez pas la situation politique dans un pays, souvent, la conséquence la plus éventuelle, directe, c'est la crise économique ou les déclins économiques. Voilà. Donc, ces deux sœurs-là, la politique et l'économie, doivent être des sujets centraux pour nous. Parce que si nous aimons la RDC, on doit arrêter les triches aux élections, les usurpations de pouvoir, mettre des médiocres, des gens ayant aucun engagement intellectuel, diriger quelque chose. Et quand je parle d'engagement intellectuel, je peux ajouter l'engagement éthique ou moral. C'est avec ces gens-là que nous allons développer le pays. Donc, pour répondre court et bref à votre dernière question, donc, la politique et l'économie, c'est là où on doit se focaliser. Merci, monsieur Olivier Bolia. Je rappelle qu'il est opposant au régime de M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Il vient de marteler deux points essentiels selon lui, qui sont l'économie et la politique. Sans cela, nous n'arriverons pas à développer notre pays. Ça a été un plaisir de vous recevoir, M. Olivier Bolia. Merci d'avoir voulu échanger avec nous aujourd'hui. Encore, ce n'était pas là la dernière fois, nous vous reverrons encore dans les jours qui viennent. Et pour le reste, nous prenons congé et à la prochaine. Merci.